Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, le 6e épisode. Bonjour Vivien. Bonjour Olive. Salut Kevin. Bonjour. Éternel bonjour de Kevin que j'aime toujours autant. Kevin, de quel film allons-nous parler aujourd'hui, s'il te plaît? Alors aujourd'hui nous allons parler d'un film qui mélange 1984, THX 1138, Le meilleur des mondes, des flingues et du karaté. On va parler d'Equilibrium. J'ai mal. J'ai vraiment très très mal. Alors, pour nos auditeurs, je vais déjà expliquer quelque chose. C'est que c'est la première fois en 6 films qu'il y a vraiment un désaccord artistique. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, Vivien. Ouais. Je pense que ça peut se dire. Ok. On est en désaccord, en tout cas Vivien et moi, sur le film. Kevin est peut-être un chouille plus modéré, ou entre deux, que Kevin. Non, je pense que je vais plus être de ton côté, mais moins sanglant peut-être. Ça c'est mon bro, ça. Ok, donc à voilà. La vie à la mort. À la vie à la mort. Oui, on a un vrai différent artistique sur ce film, pour la première fois, du coup. Donc ça va être hyper intéressant, et on va faire ça propre, évidemment. L'idée, c'est pas de pousser l'autre à penser comme quelqu'un d'autre. C'est chacun va exposer ses arguments, et contre-arguments s'il y en a, en espérant que ça vous plaise. Eh ben, on y va. Vivien, est-ce que tu nous fais un rapide récapitulatif du film, s'il te plaît? Très bien, donc le film se passe en 2070. Après une troisième guerre mondiale, l'humanité se rend compte que le réel problème de ces guerres, c'est les émotions, les sentiments. Alors, on met au point une identité, totalitaire en fait, un régime totalitaire, on sait pas trop où si je me trompe pas, qui s'appelle Libria. Met au point donc le Prosium. Le Prosium, merci. Qui donc annihile les sentiments, les émotions. Une police spéciale anti-terroriste d'émotion est mise en place, qui s'appelle les ecclésiastiques, les ecclésiastes, je ne sais pas trop comment c'est dit en ecclésiastes, français. c'est très bien. Et donc cette police est chargée d'anéantir les terroristes qui ressentent, ou n'importe quelle personne qui ne prend pas son prosium et ressent des émotions. Pour aussi faire ça, tout le film a une sous-partie sur l'art, une partie importante, mais qui est pas énormément mis en avant, je trouve, sur l'art, ou comme quoi l'art fait ressentir des choses, donc tout est aseptisé, tout est gris, et tout art et toute forme de beau ou d'intéressant est détruit. Très voilà. Bien. Ok. Je vais me permettre juste de présenter Equilibrium, qui est un film de 2002 réalisé par Kurt Weimer, qui se veut déjà sur l'affiche officielle, c'était vraiment écrit « Oubliez la matrice », donc on oubliait Matrix, du coup on plante déjà un peu les idéaux du film, et on a une belle brochette d'acteurs, entre autres Christian Bale, Emily Watson et Taye Diggs, et Sean Bean, mais bon c'est un tir-rôle puisque, spoiler, il meurt dans les 15 premières minutes de film. Ok, les garçons, par quoi est-ce que vous voulez commencer? Peut-être par la scène d'introduction en fait, la première scène qui... Le carton là, dégueulasse au début, avec explosion. Après, d'accord. La première où on voit donc les ecclésiastes arriver pour aller fumer du terroriste, pour le coup, c'est typiquement ça. Est-ce qu'on peut mettre une définition, s'il vous plaît, les garçons, tout de suite, sur un mot qui est très fort, terroriste? Les terroristes, c'est ceux qui ne sont pas dans le carcan sociétal, donc ceux qui ont des émotions, qui aiment, qui protègent les œuvres d'art, l'art tout simplement, et donc qui sont marginaux. C'est les marginaux en fait de cette société froide et austère. Ok, donc des personnes qui ne prennent pas leur prosium, donc leur médicament qui annihile les émotions, et qui en plus veulent protéger l'art, c'est ça, veulent protéger l'art passé et à venir. Ok, très bien. Donc première scène, des ecclésiastes arrivent, puisqu'on leur a indiqué une cache de terroristes, c'est bien ça. Ok. Et que se passe-t-il? Ça tire. Il y a de la fumée, ça tire. 2 hours later. Il y a des morts, ça tire. Il y a de la fumée.
À peu près, oui. C'est vrai. Est-ce que, Vivien, peut-être que tu as des choses à ajouter au satire fumé, il y a des morts? Même si on n'est pas en désaccord, je pense que voilà. Même si on est en désaccord, pardon, je pense qu'il y a certaines choses où on va être d'accord. On nous introduit tout de suite des mouvements de caméra très étranges. Notamment 2 mouvements de caméra qui se font sur un personnage du coup on nous présente comme un personnage important. Le barbu là qu'on voit. Le premier terroriste émotionnel en fait qu'on voit. Le chef des terroristes, c'était un des héros de Prison Break. C'est Dominic Purcell, ouais. Voilà, Dominic Purcell. Eh bien, ce monsieur nous est présenté très étrangement comme un personnage très important en fait, avec des mouvements de caméra assez virtuoses, très doux, mais en même temps assez mécaniques. Enfin bref, des mouvements de caméra qui te font croire que c'est lui le personnage principal, alors que pas du tout. Et on retrouve ça donc un peu partout dans le film, même si après ça se recentre sur le personnage principal. Et donc ça c'est je pense un des premiers défauts du film, c'est que il y a trop, on va dire, d'essais de mouvements de caméra de la part du réalisateur qui n'ont pas grand sens en fait, et qui n'ont pas leur place dans l'action en fait, tout simplement. Et je suis d'accord avec toi parce que pour le coup, Dominic Purcell, donc le terroriste, je pensais vraiment que ça allait être un personnage qui allait avoir une importance, qu'on allait revoir, qui allait réussir à s'échapper, mais non en fait. Et c'est vrai que ce mouvement de caméra, donc ce double zoom sur lui, on sent que ça doit être un des chefs de cette poche de résistance. Et ben non en fait. C'est vrai que ça. Qui plus est, ça tombe un peu à l'eau, ouais. Si ma mémoire est bonne, arrêtez si je me trompe. Dominic Purcell, donc le chef de cette poche de résistants, est filmé avec donc cet effet de caméra. Et on voit aussi, au travers la fenêtre, parce qu'il est assis à côté d'une fenêtre, on voit les ecclésiastes qui arrivent en voiture, donc un cortège de voitures, les ecclésiastes qui en sortent, enfin les copier-coller de Néo, hein, du coup, parce qu'ils sont habillés, grand manteau noir, etc., très cintrés. Bref, Purcell, qui est le chef de la résistance, qui devrait donner donc à ce moment-là peut-être des ordres genre bon bah les gars, on va se casser parce que ça va être chaud, il y a des ecclésiastes qui arrivent. Les ecclésiastes sont craints, c'est l'idée aussi hein, qu'on en a. Non, lui il regarde même pas par la fenêtre, il regarde le vide. Il est vraiment dos à la fenêtre, il regarde juste le vide en attendant que ça se passe. Et rien que ça, du coup, ça rend le personnage. Alors certes, on veut qu'il passe pour que, enfin, la caméra te dit c'est quelqu'un d'important, et au final, il prend aucune décision, et on va voir très rapidement que c'est absolument personne finalement. Et de toute façon, il meurt dans la masse au final. Ah oui, tout à fait. Il n'y a pas de mort si spéciale. Il meurt avec les autres en se faisant tirer dessus, tout simplement. Après, je pense que ce côté on pense qu'il va avoir peut-être un rôle, c'est peut-être aussi parce qu'on le connaît. C'est un acteur qu'on a déjà vu et qu'on connaît un minimum. Oui, alors, c'est ça, c'est une gueule. Pas du tout pour le coup. Moi, c'est vraiment à cause des mouvements de caméra, en fait, à cause de la façon dont il était filmé. On filme un personnage principal de cette façon-là pour l'introduire. Et un personnage inutile, un figurant, on ne le filme pas comme ça. Ah, on va voir qu'il y a pas mal de problèmes de plans sur ce film. Donc, oui. C'est vrai que oui, ça nous induit en erreur assez vite. Du coup, les ecclésiastes rentrent, on voit tout de suite le niveau, hein, parce que c'est des gars qui se laissent pas faire. En effet, ça dézingue et ça tire, il y a de la fumée, il y a des morts de tous les côtés. Donc, on identifie très rapidement, je pense que là, le film fait bien son taf à ce niveau-là, que les ecclésiastes, c'est une menace réelle pour les résistants, en fait, ceux qui prennent pas leur prosium. Et on devine facilement la menace de par le costume, de par leur rapidité et leur organisation, en fait, dans l'action. Ça se passe très bien. Et on va très très rapidement, dans cette scène post-générique d'exposition, on va très très rapidement être confronté à un petit peu l'art martial du film. Oui. Le gun kata. Attends, je respire, je vais prendre un coup de ventoline. Le gun kata. C'est marrant. Oui, mais c'est un film qui se veut absolument pas marrant à la base. Ouais, voilà. Donc du coup, le gun kata, qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de faire du karaté. Je donne une définition objective. Hein. C'est faire des katas d'arts martiaux diverses, on va dire, qui ressemblent un peu à des katas de karaté, mais bref, peu importe, je suis pas expert, en manipulant des armes en même temps, et en se déplaçant et en maximisant ses déplacements dans l'espace pour tuer le maximum de gens ou d'ennemis en évitant les balles, mais en nous tirant, en fait. Est-ce que c'est ça ? En fait, grosso modo, ça revient à apprendre des masses et des masses de statistiques quand ils sont en entraînement pour pouvoir contrer et parer à toutes les situations de tir à laquelle ils vont être confrontés plus tard. Est-ce que c'est ça ?
Ouais, en fait, faut voir ça comme une danse un peu. C'est vraiment la façon dont ils l'apprennent, c'est comme un art martial, mais je trouve que c'est aussi comme une danse, comme c'est expliqué. Ils apprennent un pattern de mouvement précis qui leur donne un pourcentage de chance de réussir, donc avec des statistiques élevées. Alors, c'est un peu ridicule la première fois qu'on en voit. On la voit dans la scène d'intro avec un mec torse nu à moitié. C'est le réalisateur du film. D'accord, parce que moi je me suis dit ça doit être un Bruce Lee ou. C'est le réalisateur qui est aussi l'inventeur de cet art martial. C'est présenté assez ironiquement en fait, et au final non, c'est un élément qui se veut sérieux dans un film sérieux, et bon, c'est vrai que t'as un peu le sourire aux lèvres quand tu les vois faire du gun kata, même si la première scène de gun kata dans le noir, on va en reparler je suppose, je l'ai bien aimé quand même. Alors, j'ai juste une question encore comme ça, je vais en avoir pas mal. Est-ce que apprendre des statistiques quand on manipule des armes à feu, si tu disais ça aux gars du, je sais pas, on est en France, donc du coup du GIGN ou du RAID, en leur disant bon alors les gars aujourd'hui c'est statistique pendant 4 heures, vous allez apprendre des trucs et après il y aura de la pratique. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Mais je suis pas sûr qu'il faut se le représenter comme ça. De quoi? Je suis pas sûr que ta façon de le représenter, enfin ta représentation à toi soit la bonne. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut se le représenter. Parce que les mecs, on les voit pas apprendre, on les voit juste pratiquer. Donc ça se trouve, c'est juste une question de pratique. Et comme les arts martiaux, plus tu pratiques, plus tu deviens bon. Et ça se trouve, ça développe d'autres sens. Moi, là-dessus, en vrai, sur le gun kata en lui-même, j'ai trop rien à redire. C'est un art martial qui va servir le film. Mais ok, je suis même le premier à soutenir des trucs un peu originaux, tu vois, dans les films. Donc là, pour le coup, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça marrant quand tu prends un peu de recul et que tu sors du film. Tu fais, ouais, c'est quand même un peu con. Mais quand t'es dans le film, à la limite, ça fonctionne. C'est un art martial, voilà, c'est présenté comme ça. Ok, pas de souci. Mais moi, ça fonctionne pas en fait. Typiquement, c'est le truc qui me décroche parce que après, t'as tout un laïus sur le mec qui te dit ouais, quand vous faites le gun kata, vous avez 120% de chance de toucher quelqu'un, 63% de chance en moins d'être touché. On a l'impression que les mecs, c'est des demi-dieux. Mais c'est une religion, c'est pas seulement. C'est pas pour rien qu'on les appelle les ecclésiastes, c'est parce que, en fait, tout ça, c'est. Que tu y crois ou pas, c'est une religion et eux ils y croient. Eux ils croient à ces statistiques. Alors ces statistiques ils les utilisent, ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne bah tant pis. Moi c'est pas une question des statistiques si c'est vrai ou pas vrai, ça je m'en fous, je suis dans un film donc je laisse pas au truc. Ils pourraient me dire qu'avec 4000% de plus je dirais ok, moi ça me dérange pas, c'est juste que c'est d'un ridicule. Mais mets-moi un gilet pare-balles quand même, s'il te plaît, ordinateur du futur qui m'entraîne. Mets-moi un gilet pare-balles, fais tout péter et après je rentre quand une fois que c'est calme. Donc je recadre. On a ces ecclésiastes qui sont présentés, ça avance et ça dézingue de tous les côtés. Ils cherchent évidemment, en plus d'éliminer ces résistants, ces rebelles, enfin ces protecteurs de l'art, ils cherchent aussi des œuvres d'art qui pourraient être cachées là pour les brûler, hein, c'est l'idée. Et va arriver cette première confrontation pour nous en tant que spectateurs du gun kata. On a Christian Bale qui est le chef, un petit peu pas le chef, mais c'est le haut gradé des ecclésiastes. C'est le meilleur agent. Le meilleur agent, c'est ça, le meilleur agent de terrain. Il est dans un couloir éclairé, à la lumière et avec des petits hublots tout au long du couloir. Il demande à ses hommes, et il y a une porte fermée au bout du couloir. Donc l'idée c'est de rentrer dans cette salle qui est derrière la porte pour aller dézinguer les derniers résistants qui sont cachés. Preston demande à ses gars, éteignez-moi les lumières. Et il fonce vers la porte, il dégomme la porte, et il va rentrer dans une salle qui est donc entièrement noire, et il vient d'une salle qui est éclairée. D'un couloir qui est éclairé avec de la lumière du jour, c'était une lumière naturelle, pas de problème. Même si ces gars éteignent la lumière, il reste toujours ces foutus hublots qui doivent générer de la lumière dans le couloir. Et ils sont pas venus avec des caches hublots pour calfeutrer tout ça. Je pense pas que ce soit le délire des ecclésiastes. Donc, premier problème, la lumière. Quand Preston rentre dans cette salle, pour nous immerger, nous, en tant que spectateurs, et nous présenter le gun kata avec des effets stroboscopiques, uniquement, on est dans le noir complet, et c'est uniquement la détente sur les armes qui va générer des gerbes de lumière, et nous montrer un peu des mouvements très rapides et complètement hallucinés de bras, et plein de résistants qui meurent, à moitié dans le noir, à moitié éclairés à chaque fois, d'où l'effet stroboscopique. La lumière qui venait de ce couloir disparaît, mais il y a vraiment un fondu au noir, genre, il rentre, noir complet, et non, ça c'est pas possible. Ça me sort du film parce que à quel moment on m'a dit qu'il allait faire tout noir alors qu'il y a de la lumière naturelle. S'il y avait un truc dans la diégèse du film qui me disait là en effet il rentre et bum il y a un rideau noir qui tombe, mais on nous dit rien. On est jeté là comme ça en pâture en tant que spectateur, et on va voir un gars qui bouge très rapidement et d'une manière même surréaliste ses bras pour faire son gun kata machin pour tuer tout ce qui reste. Chez moi ça fonctionne pas.
C'est pas le seul problème avec cette scène, j'ai envie de dire, il y a énormément de faux raccords dans cette scène. On voit les rails, oui, donc il défonce la porte, mais ensuite il fait du skate avec cette porte en fait. Et on voit les rails. Mais cette scène a des problèmes visuels et un peu de logique avec ses fenêtres. Mais en fait, j'essaie de le défendre, mais là, il n'y a rien à défendre. C'est ce que j'allais dire. Normalement, t'es pas celui qui doit défendre le film un peu là. Le truc, c'est qu'il y a des problèmes en effet de faux raccords, il y a des problèmes là, vite fait, dans le scénario à cause des décors qui ont été choisis. À la limite, même les faux raccords, c'est pas très grave. Mon cerveau, je parle en mon nom toujours, hein, il peut très bien en faire abstraction. Il y a plein de films où il y a des faux raccords, boissons, cigarettes, lumière, mouvement. C'est pas très grave en vrai, tu pardonnes. Moi, ce que je lui pardonne pas, c'est au moment où ils vont introduire l'élément central, l'art martial du film, qu'on va te rabâcher plusieurs fois tout au long du film, on te le présente, et là, du coup, on te le présente dans une pièce qui n'est absolument pas logique, avec un fondu au noir qui à aucun moment doit exister, pour juste que ce soit joli esthétiquement. Sauf que, encore une fois, dans la diégèse du film, il n'y a rien qui me dit ça va être joli là, donc tac, fondu en noir. Il n'y a rien qui le justifie, ce fondu au noir. Et à la limite, ça aurait pu même créer des jolies images avec juste une lumière tombante à l'orée de la porte. Ça aurait pu être sympa. Mais là, non, ça fonctionne pas. Tu perds du côté impressionnant en fait. Le fait qu'il soit dans le noir te montre à quel point le gun kata est oufissime. Mais moi, c'est pas ça le problème. C'est que quand j'ai regardé le film hier soir, pour être tout à fait prêt pour en parler, et donc moi je lance le film, ça se passe, il y a cette scène, le mec il arrive, ça tire un petit peu, et ensuite plus rien. Et j'ai fait putain mais c'est pas possible, c'est long quand même. Mon lecteur il a bugué ou quoi? C'est 30 secondes de fond noir sans rien du tout. 30 secondes? C'est beaucoup trop. Moi j'ai été sur mon PC pour voir s'il n'y avait pas un problème. Je me suis dit merde, ça déconne, ça peut pas être aussi long. Bah si, ça peut l'être. Donc 30 secondes, moi déjà ça m'a perdu, j'ai fait oh là, mince. Et j'imagine même pas le voir au cinéma avec ça, je serais en panique, je dirais il y a des problèmes partout, ça va exploser. Et après il y a toute son histoire où il tue tout le monde, ouais, bon, ça encore j'ai bien compris que les mecs étaient de leur façon étaient classe, ils ont 2 guns, ils tuent des gens. Moi ça va. Là-dessus, ça me dérange pas. C'était le monologue de Kevin. Ce noir pendant 30 secondes, moi personnellement j'ai bien aimé, ça m'a permis justement je pense d'entrer dans le film, ce moment là où tu ne sais pas ce qui se passe, t'es dans le noir et t'attends la suite, et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que j'aime bien ce film, je commence à bien aimer ce film. Je sais pas comment ça m'a fait rentrer dans le film, mais vraiment c'est cette image de noir très longtemps où après t'entends quelques voix de résistants, ça m'a pas scotché mais ça m'a permis de m'arrêter 30 secondes et de me poser plein de questions en fait. Mais en me posant cette question, je me posais les mêmes questions que les résistants. Et du coup, à ce moment-là, j'étais pas à la place du personnage principal, j'étais à la place des résistants. Mais ça me faisait quand même rentrer dans le film et attendre la suite avec impatience, même si c'était un peu long. Le revoir ces 30 secondes, honnêtement, ça me dérange pas. En fait, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le gun kata, etc., le fait que ça ne fonctionne pas avec moi, c'est très arbitraire, c'est mon point de vue. Mais si on s'éloigne un peu, je prends un peu de la hauteur, je quitte mon point de vue, le noir, qui est bon, il reste très long pour moi, mais il est exactement là pour ça, je pense, parce qu'on arrive déjà à 10-12 minutes du film, et il faut que les gens rentrent dans le film. Hein, on en a déjà parlé une fois sur ces 15 minutes, où si tu as un message important à faire passer à quelqu'un qui va servir un twist de finale, par exemple, dans un film, fais passer ça dans les 15 premières minutes, a.k.a. le sixième sens, c'est exactement ça. Personne ne me fera dire que si tu te poses 5 minutes, on comprend très bien que Bruce Willis il meurt dans les 3 premières minutes du film. Oh, spoiler, mince. Et dans Equilibrium, c'est la même chose. Ce noir, c'est le moment où, en effet, tu vas souffler pour apprécier le gun kata, etc., mais pour rentrer dans le film. Ça, c'est ce que je pense, l'intention de réalisation qui est derrière. Après, il y en a avec qui ça va fonctionner, comme toi apparemment, ça a hyper bien fonctionné, et vraiment tant mieux. Et il y en a d'autres, comme Kevin, qui s'est levé, et je me demande même si la première fois que je l'ai vu, alors je l'ai vu très tard, hein, ce film, je l'ai vu genre peut-être ce que je te disais tout à l'heure, Vivien, peut-être en 2015, je pense que j'ai eu le même réflexe que Kevin de me dire bah merde ça marche plus alors comment qu'on fait, et finalement non, c'était une intention de réalisation. Avançons si vous voulez bien. Oui. Pour revenir après, donc ils brûlent tout, ils partent, et donc à ce moment-là, Preston, donc Christian Bale, se rend compte que son collègue a pris un livre avec lui, et quand il l'interroge, il lui dit c'est parce que des fois ils font des erreurs quand ils rendent les œuvres d'art au stockage,
Et donc là, puce à l'oreille, il sent qu'il y a un truc qui va pas. On peut faire juste un rapide aparté là-dessus. On est d'accord que c'est Sean Bean, hein, l'acolyte de Christian Bale dans cette scène-là. Ils ont quand même un manteau qui est très très grand, ou c'est moi qui... Comment que tu fais pour ne pas réussir à cacher un si petit livre ? C'est parce qu'il l'a mis dans sa poche, mais parce que pour le bien du film, il faut que ça soit vu. Oui, mais dans ces cas-là, il y avait d'autres moyens de le faire, à mon sens, parce que là, il est complètement con, Sean Bean. Je veux dire, soit il voulait... Voilà, ça n'a pas de sens. Parce que tu peux te dire qu'ils sont dans la voiture, le fait de s'asseoir et possiblement fait glisser le livre de sa poche. Et c'est faites entrer le film, hein, pas faites glisser le film. Ça, ce sera une autre émission pour plus tard, interdit aux moins de 18 ans, mais plus tard. Mais pour le coup, moi, ça me dérange pas, ça. Moi, les personnages cons, ça me dérange fortement quand, à la base, on te les présente comme des caïds et des personnages absolument pas cons. Et là, bon, alors je veux bien, si tu fais l'effort de dire, ah oui, mais quand tu t'assois en voiture, le livre peut sortir, ton briquet peut dépasser, ton portable peut tomber, ok. Mais en tant que spectateur, normalement, t'as pas besoin de te dire tout ça. Le mec, il l'aurait mis à l'intérieur de son manteau, ça passait, il y avait 40 autres moyens de le tuer s'il fallait le tuer, tu vois. Bah non, parce qu'il faut le tuer à cause de ce livre. Certes. Le problème, c'est que ça se trouve, le mec prend plus son prosium. Donc, techniquement parlant, il a plus d'émotions. Donc, il est moins maître de C'est aussi ça le problème. On en parlera aussi des gens qui prennent leur prosium dans ce film. C'est intéressant. Donc, techniquement parlant, moi, ça me dérange pas. Ça, parce qu'il faut que ça arrive vite. Parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Pardon. Il faut que ça arrive vite. Moi, et je me suis dit, putain, il y a la même chose qui va se passer avec Christian Bale, il y a la même chose qui se passe. C'est presque image par image. Ah, c'est le même plan, il se fait baiser de la même manière. Là aussi, exactement. Tu dis, alors quand même, reprends ton prosium. Hein. C'est pas juste quelque chose où il se fait baiser de la même manière, c'est une intention scénaristique, une intention visuelle de faire ça de la même manière. C'est plus que juste quelqu'un qui se fait rebaiser parce qu'il a pas appris sa leçon. Derrière, il y a une métaphore de ce qui se passe quand on prend plus le prosium et de l'évolution de sa pensée quand on ne prend plus ses médocs. Et c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe. C'est pas juste il a pas appris sa leçon, il aurait dû mieux cacher son livre. Non, mais je suis d'accord, l'humain est dans une perpétuelle boucle, et à chaque fois il se fait niquer par la même chose. On nous dit les guerres, à chaque fois ça revient, bah là, le glissement de livre, à chaque fois ça revient. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, mais moi, je suis d'accord. Non, mais donc, ça me dérange pas en soi. Je peux comprendre dans la jeunesse du film qui est ça, le fait que il va retrouver son collègue, il va lui faire tout un discours sur la liberté, il va le tuer. Alors, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Ouais, j'ai souvent des choses à dire. J'aime bien cette scène. J'aime bien la mort de Sean Bean. Moi aussi, parce que assez comique. Elle est... Alors, comique, je sais pas, mais moi, ça n'a pas eu un effet comique sur moi. Mais parce que ce que je retiens de cette scène-là, c'est que il tue Sean Bean, mais au travers le livre. Sean Bean, ils sont posés dans une église en ruine, je crois, enfin, dans une ruine quelconque, qui est étrangement assez bien éclairée, je trouve. L'éclairage à ce moment-là du film est plutôt hyper intéressant, très froid. Mais il y a des ce que je trouve assez marrant, c'est que ça s'appelle l'enfer. Tout ce qui est extérieur au mur, oui. C'est l'enfer et il est dans une église. Oui, c'est marrant. Mais du coup, quand Christian Bale pointe son arme devant Sean Bean et lui tire dessus, Sean Bean a son livre, il est en train de lire, et c'est d'abord le livre qui est transpercé par la balle que tire Christian Bale, et après la tête de Sean Bean. Du coup, c'est l'art qui est détruit avant de détruire la personne. Et moi, je l'ai ressenti comme ça, et j'ai trouvé ça intéressant. Dans l'idéologie du film, je suis ça fonctionne bien. Lié à ça avec un éclairage intelligent aussi. Hein. Et tu peux le lire aussi comme étant c'est l'art qui détruit les personnes. Oui, aussi, oui, tout à fait. Oui. C'est marrant que tu vois ça comme ça, parce que justement, c'est un des points forts que j'ai trouvé au film. En fait, ce film, faut pas le regarder comme on peut regarder, par exemple, Independence Day. T'as bien dit le truc, faut pas le regarder. Non, faut pas le regarder comme on regarde un film d'action ou un film apocalyptique comme Independence Day. Ce film, il faut le regarder de loin, et il faut, non pas esthétiquement, je parle métaphoriquement, et justement, en parlant de métaphore, il faut le voir comme plein de petites métaphores. Chaque scène, tu peux y voir le sens que tu vois, qui est souvent basique, souvent filmé correctement, avec une lumière plus ou moins bonne. Mais derrière, tu auras toujours un sens. Et c'est pour ça que ce film, en fait, je l'apprécie et que je l'aime, je pense. Parce que je trouvais toujours, comme là tu disais, on tue l'art avant de tuer l'homme ou des choses comme ça.
ça arrive souvent dans le film, c'est pas ces comparaisons, mais ces métaphores en fait avec le monde, l'art, l'homme, l'émotion, et c'est des détails en fait. Ce film, il faut le regarder dans le détail. Ouais, je suis d'accord, mais... J'ai vomi dans ma bouche pendant que tu parlais, excuse-moi, je continue. Le problème de ce film, c'est que je trouve que j'ai vu d'autres trucs d'anticipation, de dystopie, et ce film, je trouve que c'est un des plus mauvais que j'ai vu et que j'ai lu. Tu sais, je préfère lire un 1984 d'Orwell plutôt que regarder ce film. Et pourtant, ils ont à peu près la même teneur. Mais c'est ça, mais en fait, il emprunte à plein de choses. 1984, Fahrenheit 451, il y a ton livre de chevet, Kevin. À chaque fois, j'ai Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes. Il emprunte à tout ça. Bon, il emprunte aussi beaucoup à Matrix, mais c'est plus dans l'esthétique en vrai qu'autre chose. Mais il emprunte à tout ça, mais je trouve qu'il l'emprunte mal parce que c'est un espèce de sac d'idées. Hein, tu retrouves la drogue, le prosium, ça fait écho un petit peu à Le meilleur des mondes avec la drogue, le soma, même si c'est pas le même effet, il y a quand même l'idée d'une drogue qui est dispensée de manière globale. Dans 84, tu as le Big Brother, et tu le retrouves aussi là, par l'intermédiaire de Dupont, enfin l'antagoniste principal du coup, et le tétragrammaton qui veille vraiment au grain et à ce que tout le monde suive bien les consignes. Donc t'as tout ça. Mais pris indépendamment dans les œuvres dont ils sont tirés, ça fonctionne hyper bien parce que l'œuvre est centrée sur son sujet et puis c'était quand même bien écrit. Mais là, vu qu'il a tout mis ensemble, mais que le film n'avait qu'un budget de 20 millions de dollars, finalement tu peux pas faire tout ça. Enfin, il fallait soit alléger les idées, soit peut-être espérer en faire une saga pour développer les choses de manière un peu plus égale. Et là, du coup, tout ça fait que c'est très brouillon, c'est hyper brouillon. C'est vrai. Et c'est dommage, je pense que c'est aussi la chose qui m'a le plus déplu dans ce film, c'est que ce film-là, qui aurait duré plus longtemps, en plus il est court comme film, 20 millions de budget, et il dure qu'1h47 apparemment. Ouais, c'est ça, 1h30 ou 1h40. C'est un film très court, mais où ils veulent dire beaucoup de choses. Et en effet, parfois tu te perds un peu parce que tu passes d'un truc à l'autre sans vraiment de transition, en effet, c'est comme tu dis, c'est brouillon, et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens n'arrive pas à apprécier le film, parce que quand un film est brouillon comme ça, le cerveau, enfin en tout cas l'humain ne va pas s'imaginer tout de suite la suite de ce qui peut se passer à chaque moment et tout ça, et parce qu'un film en général te le montre tout simplement, mais là ils l'ont pas fait, et c'est ça qui est dommage aussi, c'est qu'ils pouvaient aller plus loin. Il est aussi brouillon qu'un épisode de Faites entrer le film, je veux dire, ça part dans tous les sens, il y a trop d'idées qui se superposent, c'est compliqué. C'est ça, mais nous ça dure moins d'1h47. Un petit peu moins, puis nous on n'a pas de budget, hein. On a un budget 40 € pour les micros quoi, donc ça va. C'est vrai. Non, mais après il y a, comme on disait, il y a 2-3 trucs que j'ai trouvé sympathiques dans le film. C'est certaines utilisations de musique qui sont des musiques grégoriennes. Oui. Qu'on a juste en fond, et je trouvais ça sympa et pas assez utilisé. Et deuxièmement, c'est quand Preston, donc Bale, va arrêter de prendre son prosium, et donc il va commencer à revivre ses émotions et tout. On voit déjà tout bêtement, il est passé d'une couleur assez taciturne. On sent qu'il a plus de couleurs chaudes. Sa peau est moins blanche, donc on sent que son corps revit. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est la façon dont c'est fait, avec l'histoire de toucher la rambarde de métal pour sentir l'aspect, comme quoi ça lui donne des émotions, le fait d'écouter. La première fois qu'il écoute de la musique, je trouvais ça très sympa, le fait qu'il avait donc une boule à neige avec la Tour Eiffel, et là, dès qu'il va entendre la musique, ébahi par cette nouvelle connaissance, il va faire tomber la truc. Et ça, je trouvais très sympa, je trouvais ça très bien amené. Et je me suis dit, ouais, là on comprend que l'art a une part importante dans les émotions et que l'art a une part importante dans le monde, tout simplement. Et ça, je trouvais que c'était assez bien fait. Même quand il contemple le lever de soleil, c'est sa première un peu exposition à un monde sans prosium, c'était joli, tu vois, c'était sympa. Il y avait un gros contraste des lumières. Le film a été tourné globalement à Berlin, du coup, et c'est voulu de la part du réalisateur, pour son architecture déjà, mais du coup c'est très froid, c'est très bétonné, etc. Et là, le lever de soleil que se prend Preston, du coup, en plein dans les yeux après une journée sans prosium, je crois. C'était très joli, il y avait des couleurs très chaudes qui arrivaient d'un coup, il y avait un fort contraste qui était créé, et c'était sympa. C'est marrant que vous aimiez cette scène-là, alors que je crois que c'est la scène que j'apprécie le moins. C'est très étrange, hein. Mais visuellement, je l'ai trouvé très moche.
Elle est très cheap, mais elle fonctionne Ouais, parce très qu'on cheap. t'apporte de la chaleur d'un Ouais. seul coup dans quelque chose qui ne l'était pas. Et faut bien partir d'un principe, c'est un principe con, et le prenez pas mal, hein, mais les auditeurs, mais le cinéma, à Hollywood et ailleurs, pense que vous êtes et que nous sommes tous très cons. C'est ça. Et que du coup, tout doit être expliqué en permanence. Du coup, si on te montre un lever de soleil et que sur le personnage principal, donc de Christian Bale, ça doit lui faire quelque chose, il faut presque que la lumière à ce moment-là soit saturée pour que toi, spectateur débile, comprenne que, ah oui, ça lui fait quelque chose parce que c'est joli. Quitte à ce que ça la rende cette scène un peu cheap et que ça nous force à pas réfléchir. On aurait pu avoir un lever de soleil un peu plus ordinaire sur un monde qui reste quand même globalement sombre et froid et gris et bétonné. En toute logique, on n'est pas débile, je veux dire, on aurait compris, tu vois, on aurait compris le message. Il suffisait de saturer peut-être un peu plus le soleil ou de plonger peut-être un peu plus même de lumière du jour dans son environnement, dans son appartement, et ça fonctionnait pareil. Ou même qu'il lève la main pour toucher un rayon, ou qu'il soit touché par la chaleur du soleil. Il y avait plein de façons d'exprimer ça d'une manière moins kitsch que ça a été Je suis fait. d'accord, mais des fois, vaut mieux inonder le spectateur plutôt que le contraire. Au moins, tu es sûr qu'il comprend le message. Ah ben il nous inonde déjà pas mal d'incohérences le film. En parlant d'incohérences, parlons de Brent. Vous savez, Ouais. le nouveau Son copain, collègue. Son collègue, ouais, parce que du coup il a tué son ancien collègue, donc on lui en met un nouveau. Brent, qui lui il est très très carriériste, hein. Il veut monter dans la hiérarchie, il veut faire son job le mieux possible, il kiffe son métier d'ecclésiaste, ça c'est clairement exposé. Ouais, mais oui. j'ai un problème avec ce personnage. Moi aussi. Pour un mec qui a pas d'émotion, je le trouve très vantard. Non, mais il a des émotions. C'est ça le truc en fait. À la fin de l'acte 2, quand il arrête Christian Bale, parce que apparemment Christian Bale prend plus son prosium et donc il ressent des émotions, il jubile, il montre toute justement son envie de carrière, etc. Tout ça, c'est des émotions du coup. Et vu qu'il doit prendre son prosium, ça fonctionne pas normalement. Je pense que tout simplement, encore une fois, c'est pas expliqué. Il y a beaucoup de choses dans le film qui sont pas expliquées et que les spectateurs doivent le deviner. Mais chaque personnage un peu qui se décroche complètement du décor, comme Brandt, à cause de justement sa jubilation, son côté colérique et tout ça, et un peu fou. En fait, c'est pas qu'il est fou, c'est juste qu'il ressent des choses, et je pense que le spectateur doit comprendre, et c'est ça aussi un défaut du film, c'est que c'est toujours le spectateur qui doit comprendre, et c'est jamais le film qui nous le montre, mais on doit comprendre que Brandt ne prend pas son prosium. Et en fait, là, avec ce que tu viens de me dire, Vivien, moi, je viens de percuter un truc. Tous les personnages qui sont amenés à parler, à avoir une réelle importance, ne prennent pas de prosium. Il y a personne qui prend Oui. son prosium dans ce fichu Il y a film. vraiment personne. Les gosses de Preston, ça fait longtemps qu'ils en prennent plus. Preston, il en prend plus. Brent, bon, on sait pas. Sean Bean, il en Dupont. prenait plus. Sa femme, Dupont, il en prend pas. Sa femme, ouais, ça, on va en parler rapide aussi de sa femme, parce que ouais, l'ecclésiaste anti-émotion, il était marié. Mais, Ouais, mais ça peut être ça pareil, ça peut être un truc dicté par la société qui te fait que pour des biens de reproduction, t'es marié avec une Oui. personne tirée aléatoirement. Vivien m'a dit la même chose aujourd'hui, mais en l'occurrence, autant surexposer un lever de soleil pour bien faire comprendre aux gens que c'est joli parce qu'ils ressentent des émotions et qu'ils découvrent ça, autant ça, je trouve ça débile de le surexploiter, autant un truc aussi important que ton personnage principal est marié, il a des enfants, mais il a pas d'émotion parce qu'il prend un médicament, j'aurais bien aimé qu'on nous l'explique, ne serait-ce que dans le carton du début. En fait, je pense que le film part du principe que tu connais déjà les œuvres desquelles il s'inspire. Et c'est un très mauvais choix de sa part, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées, mis à part le carton dégueulasse au début. Mais je me suis pas posé de questions par rapport à sa femme, parce que je me suis dit, ça se trouve, c'est des mariages arrangés. Vu que personne n'a d'émotion, tu as juste le droit de fermer ta bouche et faire pour le bien de la société, pour la société, par la société. Et donc, ça, pour le coup, ça me dérange pas. Parce qu'on le voit après, sa femme, elle se fait buter devant ses yeux. Ouais, d'ailleurs, elle lui dit, quand sa femme est emmenée par les ecclésiastes dans un flashback, sa femme lui dit surtout ne m'oublie pas, et elle l'embrasse en lui sautant au cou avant de se faire arracher par les ecclésiastes et emmener au centre de désintoxication par brûlure, j'imagine. Oui. Par brûlage plutôt, Brûlage. hein, parce que c'est un endroit dont tu ne reviens pas. Puis c'est hardcore. Hein. Ça, pour le coup, c'est une mort horrible, hein, parce que tu dois rentrer dans le four. Waouh. Pour le coup, j'ai trouvé ça. Non, mais j'ai trouvé ça très dur, en fait, comme
comme mort. Oui, c'est très dur. Alors, au truc, vu que là on est assez décousu dans l'analyse, entre guillemets, et je pense que j'aime bien le côté on envoie nos idées un petit peu comme ça. De toute façon, les gens qui nous écouteront, j'imagine que vous aurez pour la plupart déjà vu le film, donc et puis on va faire un peu comme on veut, en vrai. Preston est chargé d'une mission, il y a une poche de résistant qui a été identifiée, une autre, une nouvelle, mais celle-ci est plus dangereuse et il faut l'éliminer. Cette poche de résistante se retrouve dans un endroit qui s'appelle Freedom. Dans une société aussi aseptisée, je veux dire, normalement, un mot comme liberté, déjà, ne devrait presque pas exister, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé ça, encore une fois, hyper cliché que les gentils ou les méchants, selon le point de vue... Selon le point de vue, en fait, tout simplement, donc, les résistants se retrouvent pour leur réunion secrète au bar désinfecté, le Freedom. Enfin, c'est un peu... Ça, c'est parce que tu prends trop de... Je pense que tu apportes trop d'importance au fait que tu n'aimes pas le film, parce que comment tu veux appeler ça autre que Freedom pour que le spectateur comprenne? Oui, c'est vrai, c'est un moyen pour que le spectateur comprenne ça. Tu sais, ils sont dans l'underground, le Freedom, à l'extérieur des murs, c'est l'enfer. Je veux dire, c'est des mots qui sont forts, impactants, et tu vas pas te poser de questions. Tu sais, ils sont dans le freedom. Tu te dis, ok, bon, bah, c'est la résistance. C'est plus des terroristes, c'est la résistance. Mais du coup, ça revient encore à dire au réalisateur, choisis ton camp. Alors, soit t'expliques tout, soit t'expliques rien, mais à un moment donné, moi, en tant que spectateur, je sais plus. Je suis sûr, bah, là, il me prend pour un con avec ce lever de soleil. Mais là, il me prend pour un con avec Freedom. Par contre, pour la reproduction et pour avoir des gosses, comment ça se passe? Faut que je réfléchisse. Mais quel moment où je me trouve, moi? Où je me situe dans tout ça? Il y a un réel fossé entre la réflexion du spectateur et ce qu'on te donne et ce qu'on t'explique. Mais ils ont essayé de combler ce fossé. Je sais pas si vous avez remarqué, mais celui qui joue le père. Contre, je t'interromps, Vivien, 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'est plus en 2012, on fait plus des podcasts sur les portables et l'école primaire. Hein. Okay. Il va falloir arrêter avec cette phrase. Hein. Alors, donc, peut-être que vous auriez remarqué le père Father qui apparaît sur tous les écrans de la ville tout au long du film. À chaque fois qu'on le montre, c'est pas pour à chaque fois qu'on l'entend plutôt. C'est pas pour n'importe quoi. En fait, Father sert de voix off au film. À chaque fois, il nous explique un truc sur l'action. Et je trouve que c'est avec Father qu'ils ont essayé de combler ce vide entre l'explication donnée par le film et l'intelligence du spectateur. Mais ce vide est malheureusement mal comblé. Il est parfois toujours autant vide qu'il l'est. Et c'est loupé, mais je pense qu'ils ont essayé de le rattraper avec Father. Ouais, mais le problème, c'est que c'est pas toujours le même discours qui passe. Non, c'est toujours un discours, le discours que t'entends est toujours un discours en rapport avec la situation dans laquelle tu es et dans laquelle Preston est. Ça m'avait déjà fait décrocher alors, parce que j'ai pas remarqué. Pour moi, j'avais l'impression qu'il disait toujours la même chose. Non. Moi aussi, il a un côté très, sans offense aucune, il a un côté très muezzin presque. Hein, et il est là, moi je le voyais plus comme ça pour, à heure fixe, il y a les différentes injections de prosium, je vais pas dire prières parce qu'on les voit pas trop aussi, ou peut-être au début on les voit un peu prier ou écouter en tout cas, ou s'arrêter. Voilà, il y a un côté très, très religieux en fait, pour faire plus simple dans tout ça, mais j'avais pas noté que ces interventions avaient un rapport avec la situation. Ouais, mais c'est un culte. C'est un culte. Dans tous les trucs, c'est un culte. Tu les vois, ils sont assis sur des places à écouter. Avant de sortir enfin, je sais pas ce que c'est, mais du métro, j'en sais rien. Ils écoutent encore une fois le discours du père. Ça, en soi, moi, ça me dérange pas qu'il y ait plus ou moins des trucs sans explication, enfin, qui me laissent des interrogations. Ça me dérange pas parce que ce film-là se veut comme étant un film où tu vas être obligé de réfléchir. Parce que ça se veut comme un film sociétal. Et moi, je suis d'accord. Moi, je suis prêt. Parce que ce genre de film, c'est ce que j'aime. Et je suis prêt à tout entendre et à me poser des questions ensuite, à la suite du film. Sauf que là, ça ne prend pas. C'est dommage, parce que j'aurais voulu l'aimer, ce film. J'aurais voulu l'apprécier. Il y a des idées que je trouve intéressantes. Mais je trouve que c'est très mal amené. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que le mec est le scénariste et le réalisateur. Il a la double casquette. Et je pense que c'était peut-être trop pour lui. C'était son premier film, je crois, hormis peut-être des films de fin d'études. C'est son premier vrai grand film, ouais. Son premier vrai grand film, ouais, c'est ça, je regarde un peu. Mais il avait déjà scénarisé d'autres trucs. Mais il y a beaucoup trop de problèmes qui font que ça nous fait décrocher. Peut-être qu'il n'avait pas un second regard, en fait, tout simplement, sur son scénario. Possible. C'est pour ça que je dis que l'avoir les doubles casquettes, c'était peut-être trop pour lui. Il a été scénariste sur Total Recall. Le nouveau.
Oui, bien sûr. Ouais, donc Celui de la 2012, merde aussi. Hein. ouais, mais qui était pas fou. Bref, bon, avançons dans cette histoire. On va passer tout ce qui est un petit peu redondant avec les émotions, la découverte d'émotions de Preston, si vous êtes d'accord, sauf si vous avez des choses à dire, bien sûr. Le coup des chiens, voilà, il trouve des chiens, les chiens faut les abattre. Ah, parce que c'est la pire scène. C'est pas cool. Ça fait On mal. tue pas des chiens. Ça fait mal. On tue pas On des tue chiens. pas Même au des chiens. cinéma, même en hors champ, on ne tue pas des chiens. Ah ouais, on ne tue pas des chiens. Là aussi, en gros, bon, du coup, on va en parler. On est d'accord qu'il y a au moins 5-6 gardes du tétragrammaton avec eux, plus Brent qui sont là. Il y a des chiens, faut éliminer les chiens. Ok, pas de problème, ils éliminent les chiens. Et à un moment donné, il y a un chien qui se retrouve dans les bras de Christian Bale. Si tu as un minimum de recul, je parle pas de Bale, hein, je parle vraiment de Brent qui l'accompagne et des gardes, bien, ça s'est grillé à des kilomètres, qui ressent des émotions. Christian Bale, il se fait léchouiller par le chien, il esquisse peut-être un sourire autant que Christian Bale peut en faire. Voilà. Ça se voit qu'il a des émotions à un moment donné et non, ça va, c'est pas grave. Je pense que c'est fait exprès, que Brent sait déjà où va aller son plan. C'est ça. Ils veulent que Bale leur donne la poche de résistance l'underground, là, je sais pas trop quoi. C'est ça. Et donc tout ça c'est fait exprès, ils le laissent faire. Ils le voient, ils le savent. Enfin, pas les troufions qui tirent sur les mecs, parce que je pense qu'ils sont juste bêtes. Mais Brent a compris, je pense que comprend dès qu'il devient son collègue que Christian Bale va avoir son espèce de révolution interne. Et puis le collègue Brent n'est pas choisi au hasard non plus. Brent apparemment est un proche de Dupont, donc on va plus tard voir, attention spoiler, comme le nouveau father, en fait, celui qui le remplace, le grand maître, le dictateur un peu. Et Brent est choisi par Dupont et n'est pas choisi pour rien en fait. Ça veut dire que Dupont lui-même sait déjà que Preston, voilà. Donc en fait, ce que tu dis là, Olive, sur le fait que ça se voit, qu'il ait des sentiments, ça se voit, mais c'est normal que ça se voit. Alors au long du film, en effet, on se dit, c'est un peu con, ils sont débiles. Dupont, il est vraiment débile pour avoir laissé passer ça. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le retournement de situation finale. Ce qu'on voit, les autres personnages le voient aussi, mais le laissent faire parce que c'est le but, c'est le plan. Et c'est un des rares films où en fait le méchant est assez intelligent pour laisser le spectateur croire qu'il est con. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Oui, tout à fait. Alors, j'aime bien l'idée du méchant qui n'expose pas son plan, du coup. Là où ça passe pas, là où quand il a le chien et que Brent le voit, que personne ne fasse rien, je comprends. Mais quand il veut relâcher le chien et que les mecs sont là, et oui, ça commence à hausser la voix, à mettre des coups de pression. Quand t'as pas d'émotion, t'oses pas la voix comme ça. Donc là, ces mecs-là auraient dû être alertés bien plus tôt parce qu'eux sont pas mis dans la confidence. Et là, je trouve ça bête que les mecs aient pas dit, bon, ça boîte l'ecclésiaste, machin, il est un peu trop émotif, le garçon. Et là, ça marche moins. En fait, dès que Brent est là, je me dis, tout est compréhensible. Quand il va y avoir les mecs de la résistance que Bale va escorter pour essayer de les sauver, mais qui se font arrêter et que Brent est à l'endroit et qui fait « je te laisse les tuer », là tu sais déjà que Brent est au courant que Bale a des émotions. Il le force, il le pousse dans ses derniers retranchements, ce que Bale réussit pas en fait. Il passe pas le test en vrai. Non. À ce moment-là, Brent le sait et est sûr à 100% que ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est là où on se dit, toutes les changes d'armes qui arrivent à ce moment-là pour arrêter, tu te dis, en fait, il n'y a pas besoin que ça soit super recherché, super fin. C'est juste que Brent, c'est pas un problème parce que se faire arrêter, ça fait partie du plan. En fait, tu te rends compte que Dupont avait déjà tout prévu. Donc tu te dis à ce moment-là, c'est juste des super génies. Et ils avaient tout prévu, c'est Bale, avec son truc d'émotion qui devient pas bête, mais qui n'arrive pas à reconnaître tout ça, qui rentre tête baissée dans la gueule du loup. Et c'est ce qui va se passer. C'était le monologue de Kevin. Et donc, à part vraiment la fin, avec les combats finaux de la fin du film qui sont complètement ahurissants de débilité, on a un antagoniste ultra intelligent, avec un plan qui a fonctionné du début à presque la fin. Non, là-dessus, je suis assez d'accord avec Vivien. Ok, d'accord. Je suis d'accord sur le fait, dans le fond, que oui, évidemment, on le comprend pas tout de suite, mais quand c'est expliqué après qu'en effet, il y avait un plan autour de ça, qu'il y avait une machination déjà avec Brent et Dupont,
Ok, quand ça t'est révélé, d'accord, t'arrives à comprendre tout ça. Pour les gardes, par contre, je suis d'accord avec toi aussi, Kevin. Ils auraient dû soit être informés, soit se poser des questions quand même. Mais je concède, d'accord. Là-dessus, c'est vrai qu'avec les révélations de la fin, qui, bon, pour moi, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ces révélations, parce que justement, c'était quand même des putains de génies visionnaires, tu vois, les deux méchants, enfin les deux protagonistes. Mais dans le cadre du film, à ce moment-là, ok, ça fonctionne. Avançons un petit peu. Est-ce qu'on passe directement à l'acte 3 du coup? Bagarre et katana et bagarre et pan. J'aimerais bien parler des enfants avant, très court. Ouais, moi aussi, j'allais dire. Non, comme toi, j'avais parlé des enfants au moment où il a la fouille dans son appartement. Et donc, il rentre chez lui en panique parce qu'il se dit merde, mon prosium, il est derrière mon miroir. Mon miroir, je suis dans la merde. Il enlève le miroir, il n'y a plus de prosium. Grosse panique. Il se retourne, il y a son fils qui a le prosium dans la main. Et là, le spectateur se dit aïe, son fils c'est un mini inquisiteur qui depuis tout le début du film est ultra dans les règles, pose des questions sur qui doit dénoncer ou pas. Donc tu te dis il est dans la merde. Et tu te rends compte qu'en fait son fils, depuis la mort de leur mère, a décidé de ne plus prendre de prosium, lui et sa sœur. Et tu te dis ça pour le coup je l'avais pas vu venir. Voilà, c'est un retournement de situation, mais plus qu'un retournement de situation, c'est aussi un message d'espoir. On se rend compte que des enfants qui ne prennent pas de prosium sont plus convaincants que des adultes qui en prennent. Et oui. Qu'est-ce que ça te dit en fait? Pour moi, ça me dit que après ce film, il se passe quelque chose. Et donc tous ces enfants en fait, qui fils de révolutionnaires et tout ça, ou fils tout simplement d'anti-prosium et des motifs qui ne prennent pas leur prosium, mais qui le simulent, tous ces enfants vont créer une révolution. Et bon, ça c'est vraiment voir très loin après le film, mais je trouve que c'est un message d'espoir énorme, et c'est ce genre de petit message qu'il faut voir dans le film en fait. C'est ça, les enfants sont la lueur d'espoir en fait. La petite fille qui est avec le chien qui le caresse, le fils qui sauve son père, qui lui-même est en plein chemin initiatique. Ouais, pour le coup, ça c'est bien amené. Ça a très bien fonctionné sur moi aussi, hein, les enfants de Preston. Parce que voir des enfants singes savants, en fait, qui jouent comme les enfants de Preston sont présentés au début, hein, comme tu disais, des peut-être futurs inquisiteurs, enfin voilà, qui se posent des questions, mais qui prennent leur prosium sans s'en poser, et qui dénoncent, bien sûr. J'avais vraiment pas vu venir ce retournement-là, et c'est une utilisation intelligente d'un enfant comme ça, un singe savant. Ça fait 2 fois que je le dis, mais j'aime bien le truc, toi. L'image parle d'elle-même, en fait. Donc ça, évidemment. Moi, je m'étais dit, son fils va trahir son père, quoi. Donc, complètement. Il y avait un petit élément d'horreur, en fait, quand il ouvre ce miroir et qu'il ne voit plus son prosium derrière, on a un plan sur sa tête complètement presque apeuré en fait, et la porte qui s'ouvre derrière. Et tout ce moment de stress en fait est vraiment un élément de film d'horreur. Et quand on se rend compte que c'est son fils après, qui a déjà dénoncé, qui est déjà prêt à dénoncer son père depuis le début du film, quand on voit que c'est lui, et qu'on se rend compte qu'en fait non, enfin je trouve juste ça génial. C'est bien fait, ça marche très bien sur moi bien amené. Oui, tout à fait. Là, pour le coup, rien à dire. Ça a très bien fonctionné. C'était un retournement un point de scénario hyper intéressant, bien géré et bien filmé aussi, hein, pour le coup. Il n'y avait pas d'extravagance à faire avec sa caméra, mais ça fonctionnait très très bien. Donc maintenant, Olivier, on peut parler de tes scènes préférées, les 2 dernières. Attends, je me détends. Vous ne me voyez pas, mais en fait, j'étais en train de danser derrière mon micro. Alors... Bon, qu'est-ce qui va bien dans cette scène de bagarre qui va mener introduction à l'acte 3 et qui va mener à la fin? Pas grand-chose. Rien. Moi, il y a un truc que j'aime bien. Oui, le blanc était voulu et volontaire. Vous voulez qu'on vous laisse 30 secondes de blanc pour mesurer à quel point 30 secondes de noir, c'était chiant? Non, on le va pas noir, le faire. c'était bien. Christian Bale, pour la première fois dans tout le film, dans cet acte 3, est habillé en blanc. Oui. Et ça fonctionne bien sur moi. C'est vraiment, c'est un tournant dans sa vie. C'est marqué d'un point de vue vestimentaire. Je vais dire c'est discret, oui et non, parce qu'évidemment, tu passes du noir au blanc, évidemment, ça se voit beaucoup. Mais voilà, je trouvais ça fonctionne bien. Ce qui va fonctionner moins bien en étant habillé tout en blanc, c'est l'énorme scène de bagarre qui va s'en suivre, qui est un copier-coller mais éhonté de la scène des piliers dans Matrix. Mais c'est hallucinant à quel point c'est un copier-coller raté. Hein. Vraiment, c'est tout pareil que dans Matrix, mais en moins bien.
arrêtez-moi si je me trompe, mais entre les récupérations des armes à la volée, façon hop, une insert sur les chargeurs qui se vident, les murs qui explosent au fur et à mesure. Il y a exactement la même scène, plan pour plan, je crois même, au moment où il va faire une pirouette en rattrapant et en se balançant au-dessus de sa tête un fusil automatique M4 ou je sais pas quoi, et en le rattrapant. Neo fait exactement la même chose en faisant une roue, en attrapant le fusil, en terminant sa roue, en tirant sur des gens. Cette scène-là est copié-collé. Et tout... C'est dommage. C'est dommage. Et ça fonctionne encore moins qu'il arrive dans une pièce qui est crème, très claire hein, en termes de lumière et de murs. Hein. Tous les murs sont presque blancs, on va dire, ouais, très légèrement crème, quoi, ouais. Ivoire. Ça fait blanc sur blanc un peu. Du coup, ça fait blanc sur blanc et ça rend déjà que l'action est ultra cutée avec des faux raccords à gogo, mais bon, ça, comme j'ai dit au début, passons. Mais l'action est ultra cutée, mais le fait qu'il soit blanc sur blanc, ça nuit énormément à la lisibilité d'ensemble. Mais donc pour moi, cette scène-là, c'est vraiment un copier-coller de Matrix, mais en raté, en mal fait. Enfin, ça ne fonctionne pas pour la lumière, pour les on va dire les faux raccords, pour le costume, les inserts qui sont vraiment tout foireux, le nombre de balles hallucinantes qui tirent. Autant dans Matrix, on a le droit à ce genre de choses parce que c'est dans la matrice. Du coup, tu as le droit de dilater, déformer, surexploiter quelque chose. C'est dans un monde virtuel, ça fonctionne. Tu vois, ils peuvent se permettre toutes les fantaisies qu'ils veulent. De toute façon, c'est pas le monde réel. Mais là, on nous a bien implanté depuis le début que c'est le monde réel de la vérité véritable. Donc à aucun moment ça peut fonctionner. Et c'est un peu comme cette scène du gun kata au début. Christian Bale, dont on a parlé tout à l'heure, il bouge ses bras de manière tellement rapide. Enfin, c'est vraiment très 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 rapide les mouvements qu'il fait. Ça ne fonctionne pas dans le monde réel parce que c'est trop rapide. Justement, tu as parlé aussi au début de lumière stroboscopique. Ça fonctionne donc dans le monde réel. Et je me demande même, alors je ne pense pas, mais je me demande même si cette scène n'a pas été juste simplement tournée comme ça, avec des lumières stroboscopiques et cette illusion, parce qu'en fait c'est une illusion ces bras. On peut voir ces mêmes mouvements de choses qui vont beaucoup trop vite grâce aux lumières stroboscopiques. C'est pour ça que je veux pas insister dessus, parce qu'avec la lumière qui ne jaillit que des flingues, je peux être tenté aussi de dire que oui, en effet, ça peut le faire. Ça ne fonctionne pas dans cette scène finale avec, dans cette scène matrixée, mais à la limite avec l'effet stroboscopique. Et si tu as le temps, je veux bien que tu cherches un making-of ou quelque chose autour de ce film qu'on pourra mettre en fiche sur YouTube pour indiquer si oui ou non on avait raison ou pas, enfin donner de l'argumentaire supplémentaire pour les personnes qui nous écoutent. Fin de la bagarre avec les flingues, on arrive... J'allais dire à l'ascenseur, comme dans Matrix, mais non. On arrive derrière la porte où l'attend Brent, qui se gosse, genre, on t'a eu depuis le début, nanana, je sais pas. Et Dupont. Putain, l'antagoniste s'appelle Dupont, quoi. Sans déconner. Enfin, en anglais, c'est Dupont, donc ça peut passer un peu mieux. Et là, on va laisser tomber complètement les flingues. Oui, encore un peu de... Non, c'est ça, on laisse tomber les flingues à ce moment-là. Et on nous initie au sword kata. Katana, du coup. Un combat d'épée, quoi. Combat d'épée, on nous a jamais introduit à ça avant, du coup... Si. D'accord. Si, t'as eu l'entraînement. L'entraînement. Ouais, c'est vite fait, c'est très vite fait quand même. Mais ça te prouve qu'ils ont quand même... C'est ça, ils l'introduisent quand même. Il n'y a pas eu d'introduction. Ok, d'accord, admettons. Brent, il est éliminé en 3 coups. Moi, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que donc il va buter une dizaine de mecs sans trop se fatiguer. Brent va arriver à prendre un katana, va dire vas-y doucement, hein, abîme pas mon uniforme parce que je compte le garder longtemps. Clac, 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 Brent est mort. Donc, ok. Alors, si je peux me permettre, c'est incroyable. Et ça, pour le coup, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai vraiment détesté ce moment. C'est qu'on a vu Brent et John se battre avant. Enfin, John, pardon, Preston. Il lui tenait tête un peu quand même. Et les deux étaient aussi forts l'un que l'autre. Et là, ça va trop vite. Et là, juste, Brent, je sais pas pourquoi, il a eu une baisse de level. Il retournait level 1 et il s'est fait juste détruire. Ouais, et puis... Non, moi, il y a un autre truc. Après, c'est quand il met en joue Dupont. Et Dupont va lui dire, mais tu vas pas tuer quelqu'un qui a des émotions, c'est pas très très gentil venant de quelqu'un qui a des émotions. Non mais mon gars, il a tué 250 personnes juste avant d'arriver, qui aient d'émotions ou pas d'émotions, pour lui, je pense que ça a aucun intérêt. Hein, mais est-ce qu'on peut parler aussi de ce contre-flingue flingue qui se tape en boucle. Alors ça aurait pu fonctionner si genre ça avait pas duré 1 minute. Ah mais c'est pour montrer qu'ils sont tous les deux très forts, Gun Kata.
Comment ça, ils sont tous les deux très forts? Dupont, il est très nul. Bah non, Dupont, il lui tient tête. Ouais, mais il lui tient tête, mais très mal. Enfin, genre, ça se voit que c'est. Bah non, pour Dupont, le coup, là, pour le coup, Dupont, on aurait dû nous l'introduire comme un personnage fort, pas juste comme une tête marrante et qui engueule vite fait John. Non, mais je suis d'accord. Mais regarde, Bale le tue pas sur le truc du Genkata, il le tue après, en fait. Oui. Mais moi, c'est même pas ça qui me dérange. C'est qu'après, donc, il le tue, il va dans la salle où les mecs répertorient ont l'air de donner les messages donc, du père. C'est la salle des tout. serveurs. La salle des serveurs, il détruit tout. Donc, moi, c'est le dernier plan du film qui me dérange. Donc, tout commence à exploser. La résistance est là. On va avoir un gros plan sur Bale qui voit l'extérieur exploser et qui sourit. Il est en trop ce plan. Je m'en souviens Ça pas. fonctionne Ma pas. mémoire l'a effacé. Bah ouais, c'est pour te dire à quel point c'est nul et non intéressant à ce moment-là. Le smile de l'enfant est intéressant parce qu'on retourne sur cette idée de révolution Parce que par les prochaines générations. moi, quand le mec sourit, je sais pas comment interpréter ce sourire. Et c'est là où ça me dérange. On a presque l'impression que c'est le sourire d'un dictateur. C'est vrai. Devant une explosion comme ça, on a l'impression que dommage. Bale est devenu l'antagoniste. Oui. Ouais, c'est ça. Il aurait eu aucune émotion, il aurait vu tout exploser, il aurait... Voilà, limite un hochement d'épaule de soulagement, de dire « Ah, on a quand même réussi. » J'aurais dit « Ok, ouais, bon, le mec, il est humain, en fait. » Bah là, non, là, là, pour le coup, ça marche pas avec moi. Je me dis « Ah, bah, le nouveau méchant, c'est lui. » Oui, c'est un peu ça. Ça pourrait se terminer comme ça. Ah d'accord. Bon. Et le nouveau méchant, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, maintenant, vous arrêtez tous de prendre votre prosium. Vous allez tous ressentir des émotions. 4e guerre mondiale. Patatras. Plus de Joconde. Plus de penseurs de Rodin. Non, et pour le coup, plus de Rolling Stone. Plus rien. Ce qui nous fait oublier que sans les émotions, il y aura... avec les émotions, pardon, il y aura potentiellement une 4e guerre mondiale, étant donné qu'ils sont très forts en statistiques, vu le Gun-Kata, donc on sait qu'ils sont sûrement forts aussi pour prévoir la guerre. Ce qui nous fait oublier ça, en fait, c'est les enfants. C'est encore une fois les enfants qui nous font dire une 4e guerre mondiale avec ces enfants-là. Est-ce qu'il y en aura vraiment une? Alors oui, sûrement, mais on n'y pense pas. Personnellement, moi, j'y ai pas pensé à la 4e guerre mondiale, tout simplement parce que le film se termine sur Robbie. Moi non plus. Mais s'il y a un truc, je viens de me souvenir d'un truc par rapport aux enfants, je sais pas si vous vous rappelez, au bout d'un moment, on voit, il y a deux gardes, et il y a un enfant au milieu, c'est l'enfant qui dit arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le. Là, je me dis, putain, les enfants, ils ont du pouvoir quand même. En fait, l'enfant, tu peux tellement l'endoctriner, et ce qui est bien, c'est que ça va dans la même balance le fils, lui, est sorti de tout ça, donc il doit y avoir d'autres enfants qui sont sortis de ce concept d'endoctrinement, et tu te dis, ok, j'ai envie que ça se passe mieux. Mais le sourire à la fin, non. Ça aurait été vachement plus intéressant que le film, à la limite, se termine avec les deux enfants de Bale. Alors, pas avec Bale, tu vois, mais peut-être à regarder un nouveau jour se lever, ou à regarder la destruction des écrans au travers leur habitation, au travers leur immeuble. T'as plus ou moins ça avec son fils. Quand tout explose, tout le monde est étonné, et son fils lâche un sourire. Ouais. En continuant à écrire. Mmh. Et ça, c'est pour le coup, ce sourire-là, c'est le sourire de l'espoir. C'est le sourire du « je suis content, ça va changer ». Ouais. Par contre, pour reparler une fois des enfants, tu parlais des enfants qui montraient du doigt les gens dans la rue pour les éliminer. Encore une fois, c'est un des défauts du film, c'est le même défaut qu'on a parlé plusieurs fois, c'est qu'il n'explique pas et qu'il faut comprendre nous-mêmes. Je pense, j'ai deux théories en fait, il faut des théories, et j'ai deux théories à propos de ces enfants. Soit les enfants ont des 6e sens en fait, où ils voient les gens qui ont des émotions, et donc ils sont endoctrinés pour les montrer, soit tout simplement c'est des genres d'initiation, des stages, pour pour passer dans certaines, on va dire, écoles d'ecclésiastes, des choses dans le genre. Et je préfère ta version du stage de 3e que ouais, le 6e sens sorti du chapeau, du trou du cul du réalisateur. Tu vois, j'aime bien l'idée d'un stage de 3e. Moi, j'imaginais je préférais l'idée de les enfants ressentent un peu comme Preston ressent l'art, les enfants ressentent plus facilement les émotions. Mais bon. Eh bien, on en a fini. Eh bien, tu sais quoi, Vivien, je vais laisser passer un peu de temps. Je re-regarderai le film avec ce que tu m'as apporté comme positivité autour du film. Je ferai cet effort-là, peut-être dans un mois, un truc comme ça. Voilà. Parce que là, comme je t'ai dit la dernière fois, tu sais, quand t'aimes pas quelque chose... Voilà. Mais je vais laisser passer du temps, et je me suis trouvé vachement plus modéré que ce que je pensais. Mais je re-regarderai le film avec ça, avec ton point de vue. Ça peut m'apporter quelque chose ou pas, mais en tout cas, on refera un point dessus. Je vais te dire, le truc, c'est que le film a des idées, mais il les réalise mal. C'est pas. Puis il en met c'est pas un film trop, que il j'ai n'y a envie pas de assez de revoir. temps, il n'y a pas assez de budget pour les montrer. Enfin, c'est ça. Moi, c'est pas un film que j'ai envie de revoir, même après avoir discuté avec vous. Et je trouve que je l'ai plutôt défendu un petit peu quand même.
Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais le film est pas plaisant à voir. J'ai pas pris énormément de plaisir à le voir. C'est pas le pire film qu'on ait vu depuis qu'on a commencé ce podcast, mais c'est loin d'être le meilleur, quoi. Je veux dire, il est dans la partie basse, quoi. Ouais, je sais pas, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on va conclure un peu. Oui, on va conclure, mais comme je t'avais dit aujourd'hui, Vivien, parce qu'on s'est vu aujourd'hui, hein, tout simplement, l'idée c'était pas d'essayer que toi au moins on arrive, ou même Kevin, on voulait pas convaincre l'autre et l'emmener sur nos opinions en disant ouais putain t'as raison, c'était juste de s'écouter. On a un idéal différent, une idée différente de ce film. Thème j'aime pas, mais l'idée c'était juste de s'écouter et de pouvoir en parler à tout le monde en fait, et d'exposer. Oui bien sûr, et je sais pas si du coup vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que le meilleur moyen de se faire une idée, c'est simplement de conseiller à ceux qui nous écoutent d'aller voir le film. C'est pas long. Tout à fait. D'après moi, c'est pas un mauvais moment à passer. D'après d'autres, ce sera un mauvais moment. Mais j'ai envie de vous dire, faites-vous votre idée du film. Nous, nos idées, on les explique. On essaye de mettre des mots en fait sur ce qu'on ressent, sur ce que le film nous fait ressentir. Mais le meilleur moyen de vous avoir une idée, de pas prendre un camp, mais de savoir s'il est bon, si vous l'aimez, s'il est mauvais, si vous ne l'aimez pas, c'est de le regarder. Et ça prend pas beaucoup de temps, il est vraiment court. Vous faites ça, c'est rapide. Notre vision est arbitraire, elle nous appartient à tous les trois, et faites-vous la vôtre. Du coup, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, même pour nous dire si vous avez vu le film, et si oui, est-ce que oui ou non, vous l'avez aimé. Vous pouvez même nous dire pourquoi. On a le temps, on peut répondre à tout le monde, ça se bouscule pas non plus, donc voilà, n'hésitez pas à ça. Les garçons, on a terminé pour aujourd'hui ? Je pense. Ok. Je pense. Eh ben, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous suivre sur Facebook, Insta et Twitter. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Salut.